Depuis l'abdication du roi Charles X de la branche des Bourbons le 2 août 1830, suivi du roi Louis-Philippe Ier de la branche des Orléans le 24 février 1848, et enfin de l'empereur Napoléon III le 4 septembre 1870 de la branche des Bonaparte, le trône français n'a depuis jamais été réoccupé par un roi ou un empereur. Mais que fait Palpatine? Pourtant, malgré le fait que le dit trône n'a jamais été réoccupé, les prétendants à celui-ci, issus de ces trois branches, revendiquent toujours bel et bien ce dernier. Hey, salut à tous, ici c'est Lord Drac. Et maintenant, vu que je suis noble, eh bien je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur les prétendants au trône français de nos jours, ainsi que leur généalogie. Oui, j'ai que ça à foutre. Et croyez-moi, j'ai souffert pour faire cet épisode. Alors il y a intérêt à ce qu'il fasse des vues. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. De nos jours, il existe donc trois prétendants au trône, issus de ces trois maisons. Deux d'entre eux étant issus des descendants de Louis XIII. Louis-Alphonse de Bourbon, dit Louis XX, de la branche des Bourbons, et Jean d'Orléans, dit Jean IV, de la branche des Orléans. Le troisième et dernier prétendant hors série étant pour sa part en fait l'un des descendants de la famille Bonaparte, Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, dit Napoléon VII. Mais commençons par les deux rois prétendants issus des descendants de Louis XIII, Jean IV et Louis XX. Pourquoi se sont-ils justement retrouvés à deux à prétendre au même trône, alors qu'ils proviennent pourtant à la base de la même famille? Eh bien, pour connaître cette histoire beaucoup trop compliquée, il faut justement remonter à Louis XIII. Louis XIII avait en fait eu deux enfants. Louis, surnommé Dieudonné, qui deviendra Louis XIV, et dont la descendance, la dynastie des Bourbons, va régner sur le trône de France jusqu'en 1830, avec tour à tour les trois derniers rois, tous les trois frères, qui mettront un terme au règne de cette dynastie, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, et l'autre fils qu'il avait eu, Philippe d'Orléans, qui va former pour sa part la branche cadette d'Orléans. Branche qui, par ce dernier donc, va donner naissance à son petit-fils, Louis-Philippe d'Orléans, dit Philippe Égalité. Philippe Égalité qui votera la mort de son cousin le roi Louis XVI, à laquelle il assistera en personne le 6 janvier 1793, avant de se faire lui-même arrêter, condamné et exécuté par un tribunal révolutionnaire moins d'un an plus tard, le 6 novembre. Mais dont surtout son propre fils, Louis-Philippe Ier, deviendra le premier et dernier, c'est-à-dire le seul de la branche d'Orléans, à n'être jamais monté sur le trône français, puisqu'il sera fait roi, non pas de France, mais roi des Français, petite nuance, le 9 août 1830, ce après l'abdication de Charles X, le dernier Bourbon. Un poste qu'il effectuera, ce jusqu'au 24 février 1848. C'est bon, tout le monde suit toujours? Mais, descendant de Philippe d'Orléans, celui de 1640, desquels feront aussi partie, de par sa fille, Élisabeth Charlotte, mariée à Léopold Ier, le fils de celle-ci, François Ier, l'empereur du Saint-Empire romain. Empereur du Saint-Empire romain, qui lui-même aura 16 enfants, dont Marie-Antoinette, qui deviendra la femme de Louis XVI, et qui donnera naissance à 4 enfants, dont leur fils Louis XVII, qui mourra à 10 ans en 1795, sans n'être jamais monté sur le trône. Mais François Ier qui aura aussi une autre fille, Marie-Louise d'Autriche. Une de ses autres filles qui épousera quant à elle Napoléon Ier. Napoléon Ier, empereur des Français, avec qui elle donnera naissance à Napoléon II. Une transition parfaite donc à la famille Bonaparte, qui portera sur le trône français le dernier empereur de l'histoire de France, Napoléon III. Non pas le fils de Napoléon II, mort à 21 ans et sans enfant, et n'ayant régné que 2 semaines, du 22 juin au 7 juillet 1815, avant de se faire renverser par Louis XVIII, toujours le frère de Louis XVI, qui reprendra le pouvoir jusqu'à sa mort en 1824 avant d'être suivi par son autre frère Charles X jusqu'en 1830, comme nous l'avons vu il y a un instant puisque vous suivez, suivi de Louis-Philippe Ier de la branche concurrente des Orléans de 1830 à 1848, mais le troisième fils de Louis-Napoléon Bonaparte, le frère de Napoléon Ier. Autrement dit, Napoléon III étant le neveu de Napoléon Bonaparte. Bref, Charles-Louis Napoléon Bonaparte de son prénom, qui sera président de la République française de 1848 à 1852, avant de récupérer le trône impérial, après diverses manœuvres et coups d'état, ceux de 1852 à 1870, se renommé sous le nom de Napoléon III. Napoléon III qui finira finalement sa vie en exil en Angleterre suite aux échecs militaires français lors de la guerre franco-allemande, échecs qui entraîneront par ailleurs la chute du Second Empire, et accessoirement sa propre capture par les Allemands, le trône français ayant depuis été resté vacant entre les descendants de ces trois derniers souverains, chacun ayant son lot d'arguments et de revendications contre l'autre.
Mais maintenant que l'on a vu leur ascendance, nous allons voir quelles ont été leurs descendances, qui ont justement mené à nos 3 prétendants actuels. Et du coup, on va commencer avec Napoléon III, parce que c'est le plus facile. Et bien après Napoléon III, et ben on a eu son fils Napoléon IV, mais qui meurt tragiquement lors de la guerre anglo-zoulou en 1879, ce sous le drapeau britannique et surtout sans héritier. Du coup, la maison impériale des Bonaparte s'est un petit peu tirée dans les pattes pour désigner un successeur. Et c'est finalement son petit cousin, Victor Bonaparte, qui deviendra Napoléon V et qui héritera du titre de prétendant au trône. Victor, qui donnera lui-même naissance à Louis Bonaparte, dit Napoléon VI, un amateur de ski, d'alpinisme, d'automobile et de plongée sous-marine, il faut le savoir, et qui participera aussi accessoirement à la sauvegarde du patrimoine de sa famille en faisant don à l'État de diverses œuvres d'art, souvenirs et manuscrits provenant de Napoléon Ier et de Napoléon III. Louis Bonaparte, toujours dit Napoléon VI, qui fera enfin de son petit-fils, Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, son héritier, ce sous le nom de Napoléon VII. Ce dernier est né en 1986, étant l'actuel prétendant au trône de nos jours au nom des Bonaparte. Relativement discret, travaillant aujourd'hui en tant que banquier à Londres et étant apparu publiquement avec son père, déchu RIP, aux commémorations du bicentenaire de la bataille de Waterloo en 2015, ce dernier est, pour la petite anecdote, marié depuis octobre 2019 à Olympia von Akrozingenberg. Olympia, dont l'ascendance remonte en fait jusqu'à l'impératrice des Français, Marie-Louise. Marie-Louise, qui était, pour rappel, si vous avez réussi à suivre, l'arrière-petite-fille de Philippe d'Orléans, qui avait été mariée à Napoléon Ier pendant un temps, et qui avait donné naissance à Napoléon II. C'est bon, tout le monde suit toujours? Non, parce que moi j'ai du mal. Je veux pas dire, mais niveau noblesse, c'est quand même beaucoup plus simple dans ma famille. Regardez, pour transmettre mon titre de l'ordre, il y a moi. Et voilà. Et du côté de la branche des Orléans, justement, parlons à présent des prétendants orléanistes. Après l'abdication de Louis-Philippe Ier en 1848, son petit-fils devient le nouveau prétendant connu sous le nom de Louis-Philippe II, ce de 1850 à 1883, époque où il devient par ailleurs un combattant et écrivain de la guerre de sécession. Mais puisque ceci était trop simple, en 1883, il change pour le nom de Philippe VII, ce dernier voulant se poser en héritier non plus des seuls Orléans, mais de tous les Capétiens, et revendiquer ainsi une continuité avec les Valois et les Bourbons. Alors indice, ça n'a pas marché. Son fils prenant ainsi la suite des revendications, ce sous le nom de Philippe VIII. Ce dernier étant suivi du gendre et beau-frère de ces deux derniers, Jean III, lui-même suivi de son fils Henri VI, et de ses deux petits-fils Henri VII et enfin Jean IV depuis le décès de ce dernier en 2019. Jean IV, qui, bien plus actif que Napoléon VII, n'hésite d'ailleurs pas à faire parler de lui et à prendre des positions publiques en matière de politique. Tiens, ça rime. Et enfin, pour terminer, terminons avec la branche qui a régné le plus longtemps sur la France durant ces siècles, la branche des Bourbons. Alors, si vous croyez que c'était compliqué jusqu'ici, accrochez-vous pour la suite. En 1836, après la mort de son père Charles X, qui avait abdiqué en 1830, Louis-Antoine, son fils, devient reconnu par une partie des légitimistes comme roi de France et de Navarre, ce sous le nom de Louis XIX. Celui-ci étant alors en concurrence avec Louis-Philippe Ier de la branche des Orléans, qui reprendra finalement le trône. Sauf que, en réalité, celui-ci, en accord avec son père, qui voulait faire de son petit-fils son héritier, avait en fait renoncé à ses droits en faveur de son neveu Henri. Le père d'Henri, Charles-Ferdinand d'Artois, ayant en fait été assassiné en 1820, ce avant même que son père ne soit fait roi, ce par un ouvrier bonapartiste qui pensait ainsi mettre fin à la descendance des Bourbons. Sauf que, juste avant de mourir, Charles-Ferdinand d'Artois avait avoué que sa femme était enceinte d'un fils qui naîtra un mois après sa mort, le fameux Henri. Henri, qui donc fait héritier par Charles X, reprendra les droits sur le trône en 1844. Sauf que Charles X décéda en 1836, alors que Louis XIX était en fait toujours l'héritier théorique au vu des lois de succession. Du coup, durant ce laps de temps, de la mort de son père en 1836 à sa propre mort en 1844, selon la tradition de primogéniture mâle, les légitimistes continuèrent à le considérer comme le roi de France et de Navarre, ce sous le nom de Louis XIX, contre Louis-Philippe d'Orléans, aka Louis-Philippe Ier, qui était alors sur le trône français au même moment, et contre son propre neveu Henri d'Artois,
pour lequel il avait pourtant décidé de reléguer ses droits. Ce à cause du fait que Louis XIX, prénommé en réalité Louis-Antoine, n'avait en fait jamais abdiqué en tant que roi, mais avait seulement renoncé à ses droits d'héritier, ou de dauphin, ce qui était normalement totalement impossible. Mais fort heureusement, parce que c'est déjà très compliqué, Louis XIX n'ayant pas eu d'enfant avec sa femme, Marie-Thérèse de France, la première fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, à sa mort en 1844, ce fut ainsi bel et bien son neveu Henri V qui hérita, légalement donc, bien des droits sur le trône au nom des Bourbons, comme Charles X l'avait souhaité des années auparavant. Henri V, qui échouera d'ailleurs de peu à une troisième restauration de la monarchie en 1871, ce après la mort de Napoléon III. Une restauration de la monarchie ratée pour plusieurs causes, dont en particulier le fait que celui-ci n'avait pas voulu que le drapeau tricolore soit gardé, ce dernier ayant voulu prôner un retour au drapeau royal blanc. Oui, il faut dire que les Français et le drapeau blanc, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Et aussi de par le fait que les Orléanistes, voulant faire monter leur propre roi sur le trône, avaient en fait prolonger le décret présidentiel de MacMahon, le président remplaçant de Napoléon III, ce afin que Henri V meure de mort naturelle, afin de permettre que Louis-Philippe II, c'est-à-dire le futur Philippe VII, puisse monter sur le trône en tant que roi de France et ce au nom des Orléans. Une chose qui n'arrivera jamais et qui fera finalement que toute cette histoire n'aura engendré qu'une chose, détruire tous les derniers espoirs concrets de rétablir une monarchie en France. À son décès en 1883, lui-même sans enfant, c'est finalement son cousin de la branche espagnole, Jean III, pas celui-là, qui prend ainsi la revendication du trône de France au nom des Bourbons avec ses descendants. Bah purée, c'est bien la peine de faire aussi compliqué si c'était pour en arriver là. Descendants qui auront par la même occasion des revendications sur le trône d'Espagne. Et succède ainsi son fils, Charles XI, puis son petit-fils, Jacques Ier, auquel succède à son décès son neveu, Charles XII, mais qui lui-même à son propre décès cède sa place en 1936 à son cousin Alphonse. Alphonse, qui, ancien roi d'Espagne, connu là-bas sous le nom de Alphonse XIII, avant d'avoir été fait déchu et d'avoir dû fuir le pays en 1931, eut pendant près de 10 ans jusqu'à sa mort en 1941, à la fois des revendications sur le trône d'Espagne et le trône de France, ce sous le nom de Alphonse Ier. Son fils prenant finalement la relève à partir de cette date, ce jusqu'en 1975, sous le nom de Jacques II, puis Henri VI, pas celui-là non plus, suivi de son petit-fils sous le nom de Alphonse II, et enfin de son arrière-petit-fils, depuis 1989, Louis XX. Et pourquoi on n'a pas commencé par là, ça aurait été beaucoup plus simple pour suivre les numéros. Louis XX, qui par un hasard des plus fous, s'avère d'ailleurs être lui aussi banquier, tout comme son autre rival au trône, Napoléon VII. Si vous y voyez pas un complot, je sais pas ce qu'il vous faut. Ce dernier, tout comme son autre rival, Jean IV, étant lui aussi actif politiquement. Et possédant d'ailleurs même son propre blog internet. Et oui, il faut le savoir, Louis XX, descendant de Louis XIII, Louis XIV et j'en passe, a un blog internet. Voilà. Et bien sur cette information informative, vous savez à présent quels sont les prétendants au trône de France et quelle est leur histoire. Et c'était évidemment simple, comme bonjour. Voilà. Sur ce, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner 2 fois et à me retrouver et me soutenir sur mon autre chaîne, ainsi que sur mon Utip, où vous pouvez regarder une pub pour soutenir mon travail, ou faire directement un don, ainsi que sur Tipeee. Vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, mais je m'en fous un peu, allez surtout sur Utip. En tout cas, portez-vous bien les plébéiens, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.